Je pense que personne ne va me contredire si je dis qu'on s'est tous déjà retrouvés bloqués dans le purgatoire de l'indécision. C'est ce moment où tu sais exactement ce que tu dois faire, mais tu le fais pas, tu attends. Tu vas chercher un peu plus de données sur le terrain, tu demandes l'avis à une personne supplémentaire, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? La fenêtre, elle se ferme, l'opportunité, elle disparaît, les concurrents, ils avancent, bref, c'est la merde. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu vas être servi parce que je vais te partager un framework militaire en 4 étapes qui a été développé par l'US Air Force pour les combats aériens à la base et qui est aujourd'hui utilisé par les élites entrepreneuriales à travers le monde. Le framework, tu le vois ici, c'est la boucle OODA et on va découvrir ça ensemble de suite. On va commencer par faire un focus sur le vrai problème des solopreneurs, celui que j'ai observé sur le terrain. Ce n'est pas la qualité de leurs décisions, mais la vitesse à laquelle ils prennent leurs décisions. Pourquoi? Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est hyper compétitif. On le voit encore en ce moment avec l'accélération qu'opère l'IA au niveau des business et au niveau de toute façon des thématiques de croissance personnelle de façon générale. Il y a un véritable fossé qui est en train de se creuser entre ceux qui comprennent ces usages, qui savent comment tirer leur épingle du jeu avec l'intelligence artificielle tout en traçant des limites très claires sur notre souveraineté intellectuelle, et ceux qui sont complètement largués. De plus en plus, le fossé se creuse et c'est une explicitation du monde hyper compétitif et hyper rapide dans lequel on vit. Et dans ce monde-là, le vrai edge, ce n'est pas la qualité des décisions qu'on prend, c'est la rapidité des décisions qu'on est capable de prendre sur le terrain. Personnellement, en 6 ans maintenant sur le marché français, j'ai jamais croisé un high performer, et pourtant j'en ai côtoyé pas mal, qui attendait d'avoir toutes les cartes en main avant de prendre une décision. Il y a une capacité à avancer rapidement malgré l'incertitude qui est flagrante chez ces profils-là, qui arrivent à construire une vie d'absolue abondance, comme on dit dans la tribu des starters, c'est-à-dire parfaitement alignés sur leur cap existentiel, ce qu'ils veulent matérialiser dans ce monde et le type de vie qu'ils veulent vivre. Et pourtant, 90% des gens que je croise s'enlisent dans la paralysie de l'analyse. Ils collectent des données sans fin, ils tournent en rond, ils consultent 1000 personnes mais ils agissent rarement, et pendant qu'ils affinent leur PowerPoint, il y a les autres qui sont sur le terrain en respectant le fameux modèle mental du scientifique, qui sont en train de tester, d'itérer et finalement de dominer. Donc il y a un framework qui est hyper important à avoir en tête, je dirais même que c'est un modèle mental. C'est celui de dire que les batailles ne sont pas gagnées par ceux qui ont les meilleures informations, mais par ceux qui prennent les meilleures décisions avec l'information disponible. C'est cette fameuse citation de Mike Horn, l'aventurier moderne le plus connu je pense de tous les temps. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions, les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. C'est dans ce cadre que va s'inscrire cette vidéo sur le framework OODA. Donc quelle est l'origine de ce framework-là? À la base, le framework, il a été développé par le colonel John Boy, que tu vois à l'écran si tu écoutes le podcast en format vidéo, qui était un grand stratège militaire de l'US Air Force, qui était pilote, et qui a voulu développer à la base un modèle de prise de décision qui allait permettre aux pilotes de chasse de prendre des décisions vitales en à peine quelques secondes, évidemment sans avoir l'entièreté des informations, parce que les combats opèrent à une vitesse qui dépasse complètement l'entendement, donc il faut qu'on puisse s'appuyer sur des modèles performants et qu'on n'attende pas de récolter toutes les infos pertinentes sur le terrain. Pourquoi ça marche aussi en business, et on a vu ce modèle glisser vers le business? Parce que le business moderne, c'est un champ de bataille aujourd'hui où les plus rapides vont dévorer les plus lents. La vitesse de décision, c'est devenu un avantage concurrentiel injuste, on en parlait en introduction, et c'est de plus en plus le cas au fur et à mesure que le temps avance. Donc OODA, c'est un acronyme de ce modèle de prise de décision qui s'opère en 4 étapes. Premièrement, observer, ensuite orienter, puis décider, et enfin agir. Ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, c'est d'abord un peu la théorie autour de ces composantes-là, et ensuite ce que je te réserve, c'est 2 exemples, un sur ta vie pro, un sur ta vie perso, qui montrent comment on peut utiliser le framework de la boucle OODA pour accélérer sa vitesse de prise de décision sur le terrain. D'abord, je te le rappelle, comme dans chaque vidéo, si jamais tu es en train de prendre des notes, arrête de suite parce que je t'ai tout compilé dans le codex, qui est la collection de fiches de synthèse, dans lequel tu vas trouver à la fois une compilation de toutes les infos importantes à retenir de cette vidéo, mais aussi une checklist ultra actionnable pour transformer l'information en action. Checklist que je ne prends pas le temps de mettre dans ces vidéos, sinon elle serait tout simplement trop longue. Ok, donc étape 1 de la boucle OODA. La première étape, c'est observer, collecter rapidement les informations. Collecter rapidement les informations disponibles, c'est hyper important parce que l'erreur classique que l'on a, et je pense que tu l'as tout spécifiquement si tu es un overthinker ou quelqu'un qui a des tendances perfectionnistes, c'est de vouloir tout observer, tout récolter pour minimiser le risque. On veut que cette décision, cette première décision qu'on prend, elle soit parfaite. Et pour ça, on est dans l'illusion de penser que plus on cumule des variables, plus la décision va être parfaite.
En réalité, j'aurais pu te le mettre ici. Quand on regarde les études qui ont été menées notamment à Stanford sur la prise de décision, on a une espèce de courbe en cloche qui montre que plus on a de l'information au début, plus la qualité de nos décisions augmente. Et arrivé à un certain plafond, plus on accumule de l'information, plus la qualité de nos décisions, elle décroît parce qu'elle conduit à de la paralysie d'analyse. C'est ce que l'auteur Barry Schwartz appelle le paradoxe du choix. J'aurais pu te mettre une petite carte ici, mais je pense que tu as compris l'idée. Donc on veut développer un radar mental automatique à discerner le signal du bruit. Parmi tout ce pool d'informations qu'on a devant nous, lesquelles sont vraiment des informations qui sont essentielles et lesquelles sont juste du bruit qu'on va aller poursuivre par volonté de perfectionnisme mais qui n'apportent rien sur le terrain. On verra encore tout à l'heure dans un exemple comment ça peut se matérialiser. Mon conseil terrain, il est double. Premièrement, définis à l'avance les 3-5 variables cruciales pour ta décision. Tu vas te dire, ok, je dois prendre une décision sur X. À mon sens, sur X, les 3-5 variables importantes, ce sont celles-ci. Maintenant que je les ai en tête, je vais sur le terrain et je me concentre uniquement sur celles-ci. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, l'étape 2, c'est celle de orienter. À ce stade-là, on va récupérer toutes les données qu'on a ramassées sur le terrain et on va analyser, synthétiser ces données-là. Donc on va analyser et synthétiser les infos qu'on a recueillies en faisant de la prise de hauteur, en remettant en question nos suppositions, nos présuppositions, notre tunnel de réalité, notre conception sur le monde, c'est hyper important, et en essayant du mieux qu'on peut de considérer les différentes perspectives qu'il peut avoir sur ces informations que l'on vient de collecter. Je suis en train de penser par exemple à ce fameux biais cognitif du biais du survivant. L'histoire qui illustre le mieux ce biais du survivant, c'est cette fameuse image qu'on a tous déjà vue je pense, avec un avion, une espèce de schéma d'avion avec des tirs de balles au niveau des ailes. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les avions endommagés revenaient, les ingénieurs analysaient les endroits où ils avaient été le plus frappés, ils avaient subi le plus de dommages, et on pouvait voir que les points d'impact étaient au niveau des ailes. Donc les ingénieurs avaient tendance à dire, ok, en fonction des informations que je collecte, ce que je pense qu'il faut faire, c'est renforcer les ailes parce qu'elles prennent un dégât pas possible. Sauf qu'il y a un mathématicien hongrois qui s'appelle, je crois, de mémoire Abraham Wald ou quelque chose comme ça, qui s'est dit mais non, si ces traces d'impact sont sur les avions qui reviennent, c'est que c'était résistant, sinon l'avion ne serait pas revenu. Donc en fait, les parties qui ne sont pas touchées sur ces impacts de balles sur les avions qui reviennent, il y a de fortes chances que ce soit les parties qui cèdent en premier, puisque les gens qui sont touchés là, les avions coulent et s'écrasent sur le sol, et donc on n'a aucun avion qui revient avec des impacts à ce niveau-là. Donc les parties à renforcer, c'est vraiment celle-ci. On s'en fout de l'exemple, mais c'est juste pour te montrer qu'il faut faire un effort pour se tirer de ce biais-là, de considérer des différentes perspectives et de remettre en question nos présuppositions sur le monde. Cette phase, elle est influencée par tes biais, je viens de le dire, expérience passée, ta culture, ton expertise, tes angles morts cognitifs. Donc une question intéressante avant de décider, c'est de se dire quel scénario pourrait invalider mon analyse. Et c'est avec ça qu'on essaye de sortir de son tunnel et de faire une analyse et une synthèse des données qui est assez intéressante. Étape numéro 3, décider, choisir une option. L'objectif ici, c'est de prendre la meilleure décision possible dans un délai raisonnable et c'est hyper important. Il ne faut pas tomber dans le piège de voir la décision comme une certitude. La décision, c'est une hypothèse. Je te renvoie au modèle mental du scientifique dont j'ai parlé en introduction. Et donc, on veut aller très vite fait sur le terrain vérifier cette hypothèse. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de bosser sur un projet qui s'appelle le projet K. Tu le sais si tu es dans la tribu des starters. Et j'hésite à faire un revirement de situation et à mettre un focus sur une autre verticale en ce moment-là parce qu'il y a une opportunité qui se dessine et que je pourrais saisir. Évidemment, je pourrais saisir, c'est une hypothèse, ce n'est pas une certitude. Donc qu'est-ce que je fais ? Je sonde très rapidement la tribu des starters pour essayer de récupérer le maximum d'informations là-dessus et je prends une décision en fonction de ça. Je passe pas 3 plombes à essayer de scanner dans tous les sens pour essayer de savoir est-ce que c'est une bonne solution. Je fais une V1, j'envoie à la tribu des starters, je récupère des feedbacks et je co-construis avec ça. Donc j'émets une hypothèse et ensuite j'avance avec ça. Mon conseil terrain, c'est de se fixer un timer avant de commencer. Par exemple, pour ce sujet spécifique, moi je me suis dit, je me laisse 4 jours d'exploration avant de produire une V1 que je présente à la TDS, à la tribu des starters, et ensuite je prendrai une décision. Ce que je peux te conseiller, ça peut être 24 heures, 48 heures, 72 heures. Tout dépend de dans quel type de contexte tu es. En tout cas, fixe-toi un timer avant, comme ça t'évites l'effet accordéon du perfectionnisme. C'est-à-dire l'effet de se dire, ok, j'ai pas de fixé de date, donc pendant des mois, je vais récupérer de l'information. Alors peut-être que ça aurait été invalidé en day one si jamais tu avais sondé les gens intéressés, mais tu l'as pas fait. Ou à l'inverse, tu as passé beaucoup trop de temps sur le terrain à récupérer des informations, alors que dès day one, avec le peu d'informations que tu avais, si tu avais sondé, tu aurais eu une réponse qui t'aurait économisé des jours de recherche. Donc par volonté d'éviter un certain impact qu'on va prendre sur le terrain, positif ou négatif, on tourne autour du pot comme ça et ça nous fait perdre un temps fou. Donc cette astuce de se fixer un temps pour tout simplement décider une fois qu'on a recueilli les informations, c'est à mon sens assez intéressant. Étape numéro 4,
agir, matérialiser ce choix. L'action, c'est un véritable collecteur de feedback réel, ça va alimenter le cycle suivant parce qu'on va voir que cette boucle OODA, elle fonctionne en cycle. Quand tu arrives à la fin, tu recommences, on verra ça tout à l'heure avec les 2 exemples. Donc mon conseil terrain, c'est de définir ta next action pour chaque option que tu envisages dans le process de sélection d'options. Et une fois que tu as sélectionné cette option, à la fin du temps imparti, par exemple 24 heures, 72 heures, etc., dès que tu as pris ta décision, tu exécutes sans délai. T'arrêtes de te dire, ok, maintenant j'ai pris la décision, on va voir quand est-ce que je mets ça en place. Tu privilégies la rapidité parce que dans tous les cas, il y a un certain niveau de réponse que tu ne peux obtenir que sur le terrain. Tu ne peux plus l'obtenir dans ta tête. Arrivé à un certain stade, tu as assez manipulé la connaissance immatérielle, tu as besoin d'aller prendre un contact sur le terrain pour faire débloquer des variables que tu ne peux pas débloquer par l'intellect. Tu dois le débloquer par l'expérience épistémologique et c'est ce contact terrain qui va te les donner. Donc il faut se dire que plus tu itères, plus tu améliores ta décision finale et ce n'est pas en restant dans ta tête que tu vas avoir une bonne prise de décision par rapport à tout ça. Et cet aspect cycle, il est hyper important dans la boucle OODA parce que l'itération rapide est beaucoup plus puissante qu'un cycle unique. Ce n'est pas la première boucle qui domine une fois qu'on a fait OODA, c'est la répétition accélérée des boucles OODA qui nous permet de finalement dominer sur le terrain, que ce soit sur le terrain de notre vie ou sur un terrain concurrentiel, peu importe. Chaque itération, ça va affiner ta compréhension, améliorer ton orientation, rendre tes décisions suivantes plus précises, etc., etc. Plus tu multiplies les boucles OODA dans ton quotidien, plus tu augmentes en expérience et plus tu augmentes en niveau, tout simplement. Il est temps, à mon avis, de passer sur des exemples concrets pour rendre toute cette matière palpable. Je vais prendre un premier exemple qui est un cas business, le cas d'une boîte fictive qu'on va appeler Tech Genius versus un concurrent. Donc imagine une entreprise, Tech Genius, qui a récemment lancé un outil de gestion de projet et soudain, un concurrent sort un produit similaire avec une fonctionnalité qui est unique sur le marché et qui attire l'attention du dit marché. Comment on peut passer par une boucle OODA pour ce cas de figure-là? On va commencer par observer. On va observer, donc on va collecter de la donnée. L'équipe Tech Genius, elle va analyser les retours clients du concurrent, analyser les tendances de marché par rapport à cette fonctionnalité et faire un examen de cette nouvelle fonctionnalité, peut-être en prenant le service du client, en testant et en essayant d'aller récupérer des données de cette façon-là. Ensuite, on va passer dans une phase d'orientation. Dans cette phase d'orientation, on fait de la synthèse et de l'interprétation. Donc, on va remettre en question les points forts, les points faibles de notre propre service par rapport à cette nouvelle fonctionnalité. On va évaluer la nécessité de pivotage stratégique en fonction de notre positionnement, de ce que veulent nos clients, des points forts et des points faibles qu'on a pu observer sur le terrain au niveau de notre concurrent, des tendances de marché, etc. On fait une synthèse. On passe ensuite dans l'étape de la décision. Après l'analyse, l'équipe va décider de développer une nouvelle fonctionnalité, c'est sa décision, qui non seulement égale celle du concurrent, mais s'intègre parfaitement avec leur outil existant. Pourquoi? Parce que dans la phase 2, qui est la phase de synthèse et d'interprétation, elle s'est rendue compte, l'équipe, qu'il y avait un moyen d'intégrer cette optimisation-là d'une façon bien plus intéressante avec leur écosystème et leur infrastructure logicielle actuelle. Ce qui va leur permettre de combler le même besoin, mais avec beaucoup plus de pertinence, parce qu'elle a pris le temps de récupérer les données, de tester ça, et qu'elle n'a pas agi par euphorie ou alors par panique, par FOMO, à se dire il faut absolument qu'on implémente ça n'importe comment. Ce qui nous amène à la 4e étape, qui est celle de l'action. Et dans l'étape de l'action, on mobilise l'équipe dev, on crée un calendrier clair pour le développement et le lancement, et c'est terminé. Une fois qu'on a fait ça, le cycle recommence, la boucle OODA recommence. Pourquoi? Parce qu'on va observer la réaction des clients face à cette nouvelle fonctionnalité, on va s'orienter en fonction de ces retours, donc en les analysant et en synthétisant. Ensuite, on va décider des ajustements nécessaires si jamais il y en a besoin, et enfin, on va agir pour mettre en œuvre ces changements. Et bam, on repart sur une boucle à nouveau. Le cycle recommence. On observe, on oriente, on décide, on agit. On observe, on oriente, on décide, on agit. Ça, c'est un exemple pro. Un exemple perso, ça pourrait être celui d'une transformation physique en 12 mois. Un starter a décidé de faire une transformation physique, on est sur un cycle de 12 mois, donc d'1 an. Par quelle étape on passe? On passe par la première étape qui est d'observer. On va récolter un max de données. On va prendre des données sur notre poids, notre pourcentage de masse graisseuse, on va prendre des photos sous tous les angles de notre corps, nos habitudes alimentaires, on va les scanner, on va analyser les échecs passés en essayant de récupérer ces données-là pour essayer de comprendre pourquoi plus tard. On va se fixer un objectif, c'est une variable qu'on veut faire émerger aussi, on va collecter cette donnée. Quel objectif? Prise de masse musculaire, perte de gras, hybridisation, j'en sais rien comment on dit. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Quel résultat on veut aller chercher? Ensuite, on va orienter l'information. On fait une synthèse, une interprétation de tout ça. On voit que les obstacles principaux qui ont conditionné nos échecs passés, c'est le manque de structure dans nos repas. C'est toujours la galère de faire les repas au dernier moment. On ne connaît pas nos macros. Et en plus, on a des entraînements qui sont irréguliers parce qu'on n'a pas des heures bloquées dans notre calendrier dédiées aux entraînements. Donc ça crée une sensation d'impuissance qui pousse à l'abandon de chaque nouvelle phase de tentative de transformation physique.
On passe donc à la troisième phase qui est la décision. On va choisir une approche qui correspond à nos conclusions, donc c'est-à-dire quelque chose de tenable sur le long terme. Et pour ça, on va créer un plan d'entraînement adapté en 3 séances par semaine, bloqué dans le calendrier sur des jours précis. Et on va préparer nos repas le dimanche pour pouvoir savoir toute la semaine ce que l'on mange en faisant du batch cooking, histoire d'avoir tout ce qu'il faut dans le frigo. Ça va nous prendre peut-être 1 heure ou 2 le dimanche et ça garantit notre semaine. Et ensuite, on va agir, c'est-à-dire qu'on prépare les repas dès cette semaine et on programme les séances dans le calendrier dès cette semaine. On agit immédiatement, on ne se dit pas ok, on est fin février, je ne vais pas commencer maintenant, on va attendre peut-être le début avril, comme ça ce sera le retour des beaux jours, en attendant je peux plier les dossiers, blablabla. Non, on va chercher une V1 sur le terrain, on va récolter de la data. Et ensuite, on va faire opérer cette V1 pour faire recommencer le cycle où 2 semaines après, on va pouvoir observer à nouveau le poids, l'énergie, l'adhérence au plan. On constate qu'on a tenu le coup sur l'entraînement, mais on a craqué sur l'alimentation les soirs de semaine. Donc on s'oriente différemment en décidant d'ajouter des collations préparées pour ces moments critiques et on agit en conséquence, puis on refait le point dans 2 semaines. Donc je ne sais pas si tu arrives à percevoir à quel point ce système OODA pousse à l'action, pousse à quitter la thématique de l'overthinking pour passer dans le passage à l'action sur le terrain parce qu'on a envie de multiplier ces itérations, ces boucles. On ne construit plus la confiance en nous dans cette capacité à créer une V1 qui est parfaite, on n'en a rien à foutre de ça. On construit notre confiance en nous dans la capacité à aller se péter la gueule sur le terrain mais très rapidement pour pouvoir itérer autour de versions qui vont faire qu'au bout du bout, à l'échelle d'un mois, on en sera beaucoup plus loin que celui qui est toujours dans sa tête en train d'essayer de pondérer des variables illusoires pour trouver la meilleure décision à prendre. Ok ? Donc le récap de tout ce qu'on s'est dit ici, le plus important c'est ça. 1. Fixer un timer par phase dès le départ. Ne tombe pas dans le piège de passer une durée infinie dans chacune de ces phases. Pose un timer et décide d'une période avant de te lancer dans chacune des phases de la boucle OODA. Deuxièmement, limite consciemment la quantité d'infos collectées. Rappelle-toi la courbe en cloche. Plus tu accumules de l'information passé un certain stade, moins bonne sera ta décision. Troisièmement, embrasse l'inconfort de décider avec des données incomplètes. La confiance en toi, elle ne dépend pas de ta version 1 qui est parfaite, mais de ta capacité à itérer très rapidement sur le terrain. C'est ça le courage, c'est ça la pertinence, c'est ça la perspicacité. Quatrièmement, agir immédiatement après la décision. On réduit le temps entre l'apparition d'un problème et l'action sur le terrain qui a pour but de le résoudre. Et cinquièmement, on recommence ce cycle ad vitam aeternam. Le mindset final, c'est que cette boucle OODA, ça n'est pas une méthode, c'est un état d'esprit. C'est l'art de naviguer dans l'incertitude avec confiance. Et retenir que la vitesse, c'est ta meilleure arme dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Si tu veux plus de contenu sur le sujet de la prise de décision, je te laisse avec cette vidéo qui s'affiche à l'écran sur le minimalisme décisionnel.